Un meurtre, une société. Une série d'été du podcast Parole d'Histoire présentée par André Loez. Aujourd'hui, l'assassinat de Ruben Oumniobé, indépendantiste camerounais. Bonjour Karine Ramondi. Bonjour. Vous êtes spécialiste des décolonisations africaines et aujourd'hui, pour le dernier volet de cette série Un meurtre, une société, vous allez nous parler du leader anticolonialiste camerounais, Ruben Oumniobé, assassiné par l'armée française. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dresser le décor et nous raconter ce qui s'est passé le 13 septembre 1958 ? Alors justement, le 13 septembre 1958 est lancée ce qu'on appelle une opération de forte densité. Dans la région de Libel-Ngoy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, ça se situe dans ce qu'on appelle à l'époque la Sanaga maritime, c'est-à-dire cette région qui est traversée par le fleuve de la Sanaga, qui débouche dans le golfe de Guinée, et donc une région centrale dans laquelle s'est développé des foyers dits d'insurrection, notamment du grand parti qu'on appelle l'Union des populations du Cameroun, dirigé en partie son secrétaire général étant Ruben Oumniobé. Et cette opération de forte densité, elle est menée par la première compagnie du bataillon de tirailleurs camerounais numéro 1, parce qu'à l'époque, il y a 2 grands bataillons qui sillonnent cette région et qui vont se découper en 3 sections. Et une section va pister particulièrement des traces de cet homme qui est recherché depuis avril 1955, la date où il a pris le maquis, comme on dit, on y reviendra sûrement, et qui, à un moment clé, est détecté grâce à des traces de pâte au gaz dans le sol boueux d'une région, d'un espace qui est forestier, clairsemé. Et cette patrouille, cette petite section menée par un sergent-chef qui s'appelle le sergent-chef Toubarou, va découvrir un groupe dans lequel se situe et est identifié par un pisteur Ruben Oumniobé, qui apparemment est en train de se reposer après un repas avec plusieurs personnes dont on a identifié certainement l'identification de certains, et par contre, on a plusieurs hypothèses sur d'autres personnes qui auraient été présentes. Le pisteur appelé Luc Macon, identifie Ruben Oumniobé. Ces personnes apparemment auraient fait le choix, suite à des sommations, c'est ce que nous disent les archives militaires, qui sont quand même parfois sujettes à caution, aurait fait le choix de s'enfuir. Et le sergent-chef Toubarou aurait, décidé de suivre et poursuivre Ruben Oumniobé sur 200 mètres et donc l'aurait abattu avec un pistolet mitrailleur. C'est une version qui est un peu trouble, il y a beaucoup de contradictions dans les témoignages, dans les rapports. Il semble en tout cas que ce groupe de maquisards et de militants était désarmé, autrement dit une capture aurait été théoriquement possible. C'est pour ça qu'on peut classer cet événement parmi les assassinats politiques et pas simplement parmi un fait de guerre malheureux, un malheureux hasard d'une opération militaire qui a mal tourné. Là, il y a une dimension d'élimination. Tout à fait. Et vous parlez de versions très différentes. Il y a des versions extrêmement différentes, mais on a aussi beaucoup de versions qui sont données par des personnes qui ne sont pas présentes. Ce qui pose évidemment un souci. On a aussi des archives orales qui sont faites a posteriori. Et bien sûr, je pars de la version militaire parce que même la version militaire dit clairement que cette personne est abattue alors qu'elle était extrêmement charismatique, qu'elle aurait pu faire l'objet d'une arrestation. Je préfère le terme d'arrestation au terme de capture, qui me semble plus du vocabulaire, on va dire, colonial. Une arrestation qui aurait pu tout à fait se justifier avec ensuite, pourquoi pas, on va dire, un procès, enfin quelque chose qui aurait pu faire évoluer complètement différemment ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre du Cameroun. On va revenir sur les conséquences de cet événement. Avant ça, et avant qu'il soit justement cet homme à abattre pour les autorités coloniales, qu'est-ce qui a fait de Ruben Oumniobé un personnage clé dans la mouvance anticolonialiste camerounaise ?
Alors, c'est une question tout à fait intéressante dans la mesure où l'Union des populations du Cameroun, qui naît en avril 1948, elle est conduite par plusieurs leaders. Parce qu'en fait, la grande spécificité de ce parti, c'est d'être polycéphale, d'avoir plusieurs têtes. Et Ruben Oumniobé en est une parmi certaines. Voilà. Et donc, il est le secrétaire général, mais il va devenir très vite la figure charismatique du parti. On sait qu'il est né dans le début des années 30, qu'il fait partie, c'est un orphelin. On va dire qu'il est d'une extraction sociale relativement modeste et il va suivre les cours à la mission protestante américaine qui à l'époque est relativement anticolonialiste et il va peu à peu se conscientiser politiquement à travers ses affectations en tant que commis à la direction des finances, en tant qu'évolué, comme on dit à l'époque. Il va sillonner plusieurs villes, notamment Edea, Douala ou Yaoundé, puis ensuite Babimbi, puis ensuite muté, on va dire arbitrairement dans le nord, à Ngaoundéré, pour être très loin de ses bases justement politiques. Il va rencontrer à Yaoundé Gaston Donat, qui va le conscientiser, comme beaucoup d'autres Camerounais, syndicalement, politiquement. Et il va véritablement prendre un essor personnel au sein de l'Union des populations du Cameroun, lié à sa personnalité, qui sont marquées par la tempérance, par l'écoute, par des qualités charismatiques assez fortes, des qualités d'orateur qui lui vaudront d'être reçu en audition à l'ONU plusieurs fois, en 1953, en 1952, 53, 1954. Et à chaque fois, son gradient de popularité est de plus en plus fort. À chaque fois qu'il revient au Cameroun, il sillonne, il rencontre, il tente systématiquement l'union, la négociation. Et c'est ce qui fait que même chez les personnes qui ne sont pas upécistes ou qui ne sont pas pro-upécistes ou qui regardent cette histoire encore avec beaucoup de distance, Ruben Oumniobé reste la personnalité la plus populaire et sa disparition véritablement laisse un vide très important. Un élément de ce parcours politique, et un élément important aussi pour les autorités françaises pour en faire un ennemi, c'est que il est lié idéologiquement au communisme et que ça a participé à la fois de sa prise de conscience et puis de sa désignation comme voilà, un problème, un danger, parce que communisme et anticolonialisme dans la France des années 1950, c'est évidemment quelque chose qui est redouté. Alors, il a suivi, en effet, les enseignements de Gaston Donat dans des cercles d'études marxistes, comme on dit à l'époque. Le marxisme n'est pas tout à fait le communisme. Est-ce qu'il se perçoit comme quelqu'un de communiste ? Je pense qu'on pourrait dire que non. Mais à l'époque, la force politique qui est anticolonialiste et qui soutient les mouvements anticolonialistes, eh bien, c'est le Parti communiste à l'international. Et donc, forcément, dans une France, en effet, qui voit dans le scope de la guerre froide ces personnalités prendre un essor à la fois anticolonial, ce qui est complètement anti-intérêt français, et à la fois attiré par une forme d'engagement au sein de l'international communiste, eh bien, forcément, ça en fait une personne à abattre. Et particulièrement, quand un haut commissaire est nommé en 1955 et que celui-ci s'appelle Roland Pré et qu'il en fait sa marotte. Dans ce parcours politique anticolonialiste, il y a une date qui marque un tournant, une césure, c'est 1955. Ça fait déjà une dizaine d'années que ça couve et qu'il y a déjà eu des violences, notamment en 1945 au Cameroun, et que beaucoup de gens veulent le départ des Français et que le mouvement indépendantiste gagne. Et justement, en 1955, l'UPC devient un parti interdit. Et du coup, Oumniobé passe dans la clandestinité. C'est une césure dans sa trajectoire. Oui, c'est d'ailleurs une césure dans toutes les trajectoires des upécistes, parce qu'il faut faire le choix de soit prendre le maquis et rester au pays dans la clandestinité, soit partir en exil. Et donc la direction de l'UPC, qui est polycéphale, comme je l'ai dit, fait des choix différenciés en fonction de sa situation. Et Oumniobé a cette particularité d'avoir pris le maquis très tôt, avant même l'interdiction du parti, pour des raisons judiciaires, puisqu'il
est poursuivi depuis 1953 par notamment un administrateur zélé qui est De Gélis et qui, depuis 1953, a entamé une procédure contre Niobé, notamment pour réunion illégale de l'UPC sur le territoire administré par De Gélis. Donc en fait, cette affaire qui avait été un peu délaissée, elle ressurgit en 1955, et particulièrement après l'audition de Niobé en 1954 à l'ONU, où là, finalement, on cherche, avec l'arrivée de Roland Pré en 1955 en tant que haut-commissaire, on cherche absolument à une arme judiciaire contre lui afin de le museler. Et en fait, comme ça ne fonctionne pas, comme il ne se présente pas aux auditions, ou qu'il envisage de se présenter, mais avec un avocat, notamment qui lui est donné par le Parti communiste français, prêté, on va dire, du coup, c'est sûr que ça rend les choses très compliquées, et il décide de s'effacer. Avant même l'interdiction du parti, mais le parti va évidemment radicaliser, l'interdiction du parti va radicaliser d'une certaine façon les moyens d'action des UPCistes, tout simplement parce que à un moment où la plupart des UPCistes sont soit emprisonnés, soit au maquis, soit en exil, forcément il faut trouver un autre moyen d'exister, et ce moyen va être évidemment de conduire des actions armées. Dans un contexte qui s'est durci côté français aussi, parce que 1955, c'est le moment où les événements d'Algérie prennent une ampleur encore plus grande, et du coup, l'idée qu'on irait vers un processus de dévolution politique pour les colonies d'Afrique subsaharienne, au Cameroun, c'est plus compliqué qu'ailleurs, en particulier parce qu'il y a l'UPC, et du coup on entre dans un cycle de violence beaucoup plus intense. Alors vous avez avec d'autres documenté ces processus, notamment le rapport La France au Cameroun qui est paru en 2025 que vous avez dirigé. C'est ce contexte-là aussi qui explique pourquoi il est l'une des figures à éliminer du point de vue des Français. Tout à fait. Alors même si on doit dire qu'il n'y a pas forcément consensus au départ dans les autorités françaises pour l'éliminer. Par exemple, on sait qu'en mai 1958, le haut-commissaire, le nouveau qui a été nommé après, donc Pré, il y a eu Mesmer, puis ensuite Toré, lui est plutôt favorable encore à la négociation. On est en mai 58. Et il fait d'ailleurs un rapport dans ce sens au ministre de la France d'Outre-mer, Jacquet, en lui disant qu'il faudrait plutôt continuer à négocier ou à essayer de négocier avec Niobé plutôt que de l'éliminer. En fait, c'est aussi intéressant de voir qu'au sein des autorités françaises, il n'y a pas de consensus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, il y a quand même une série d'hommes qui, eux, ont un consensus, sont dans le consensus de l'élimination de Niobé. Et parmi ceux-là, on retrouve évidemment, comme je l'ai dit, le haut-commissaire Roland Pré, le délégué au haut-commissaire à Douala, qui est Daniel Doustin, le lieutenant-colonel Lamberton, qui va mettre en place ce qu'on appelle la zone de pacification entre mars 58 et fin 58, et qui va faire de l'élimination de Niobé, on va dire, presque une obsession personnelle. Une des choses fascinantes en préparant cette émission, en vous lisant notamment, c'est de voir à quel point la figure charismatique d'Oum Niobé, surnommé le porte-parole, le podol, celui qui a la parole au nom des autres, celui qui est vu ou qui serait vu comme une figure quasi magique au sein des populations camerounaises, ça obsède les responsables français. Et c'est une obsession qui est ambivalente parce que d'un côté, il y en a qui disent il est trop fort, trop charismatique, on ne peut pas y toucher, c'est trop compliqué, ça va embraser la situation. Et ceux qui disent non, au contraire, il faut taper sur lui, il faut dire qu'il est maléfique, que cette magie est mauvaise. Ils disent, on va dire que son père était un sorcier panthère, on va sortir plein d'éléments comme ça pour le construire et avoir vraiment une figure quasi mythique qui devient quasiment une obsession pour certains. Tout à fait, et c'est un camp qui va gagner. C'est-à-dire que très clairement, c'est ceux qui sont du côté de l'administration civile très connectés au pouvoir militaire, au renseignement, et qui vont mettre en place les principes de la doctrine de la guerre révolutionnaire autour de la figure de Lamberton, épaulés par ceux qu'on appelle les officiers aux affaires africaines, notamment Angin Gostini, Rodolphe Ruel, qui vont agir sur le terrain et mettre en place tout un tas d'éléments qui relèvent de la guerre révolutionnaire, c'est-à-dire traquer, nomadiser, faire des camps de regroupement, protéger soi-disant les populations, mais en fait pour obtenir du renseignement,
véritablement, ce qu'on a raconté en début d'émission le 13 septembre 1958, c'est le résultat, ni plus ni moins, de cette politique qui est mise en place et qui va notamment aboutir à peu resserrer l'étau sur l'endroit où s'est réfugié Niobé avec les siens et avec ses proches, suite à un certain nombre d'arrestations, de confiscation d'archives des personnes qui entouraient Niobé, des personnes qui vont parler, notamment dès mi-juillet, on va avoir des arrestations comme par exemple Philomène Gosse qui va se mettre à table, comme on dit, parce que les pratiques sont violentes pour obtenir du renseignement quand la personne ne se retourne pas, comme on dit à l'époque, facilement. Des archives qui vont révéler aussi des éléments, puis peu à peu, on voit bien comment l'étau se resserre. Et finalement, inéluctablement, la personnalité de Niobé, qui est à la fois, en effet, comme vous l'avez dit, mythique, charismatique, va devenir un enjeu, on va dire un trophée. Du point de vue des puissances coloniales et en train de devenir ex-coloniales, cet assassinat, il est le premier en 1958 d'une série avec une régularité terrible, puisque, vous l'avez étudié, Barthélemy Boganda est mort en mars 1959, Félix Moumié au Cameroun en 1960, Patrice Lumumba au Congo en 1961. Qu'est-ce que ça dit, ces assassinats politiques? Qu'est-ce que ça dit des pratiques des États occidentaux au moment de la décolonisation? Ça dit que quand une personnalité africaine n'est pas malléable, qu'elle n'est pas dans une logique de négociation avec l'ex-pouvoir colonial, eh bien, on met en place tout un système qui vise à peu le neutraliser. Et si l'élimination médiatique, l'élimination judiciaire, l'élimination politique ne suffit pas, eh bien, on finit par arriver à l'élimination physique. Et ça peut même aller encore plus loin, on va même jusqu'à l'élimination mémorielle. C'est-à-dire qu'on ne veut même plus entendre parler de cette personnalité qui, au Cameroun, comme je vous le disais, on a questionné des grands témoins pour le rapport qu'on a rendu récemment, et même chez des personnalités qui ne sont pas du tout pro-UPCistes, eh bien, nous voyons une forme d'admiration. Ils ont été marqués par la mort de Niobé. Certains nous ont dit, notamment je pense à David Abouem, qui a été quand même secrétaire général de la présidence de la République au Cameroun, nous dire qu'enfant, il se souvient que ils ont appris le 15 septembre dans l'école où il était que Ruben Niobé avait été assassiné, était mort. Eh bien, il dit on nous a fait chanter vous les Français, qu'avez-vous fait de Niobé? Vous les Français, rendez-nous Niobé. Et à l'époque, déjà, des chants comme ça viennent célébrer la disparition totalement arbitraire d'une personnalité extrêmement charismatique. Avec un paradoxe qui est que dans le Cameroun indépendant, cette mémoire de Niobé est effacée pendant plus de 30 ans. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un effacement mémoriel aussi généralisé, même si maintenant il y a une statue à son effigie dans sa région natale, il y a un retour mémoriel depuis une génération, on va dire, mais il y a eu comme une chape de plomb mémorielle qui s'est posée sur lui. Tout simplement parce que la personnalité qui prend le pouvoir en 1960, elle a été choisie et plutôt castée par les Français, c'est Amadou Ahidjo, et que cette personnalité, au départ, quand elle prend le pouvoir, elle cède de l'armée française pour s'installer durablement et qu'elle est anti-UPCiste. Et que à jamais, pendant plus de 20 ans, 30 ans, puis ensuite avec la succession du président actuel, le président Paul Biya, eh bien, il y a eu une volonté d'effacer ces personnalités qui auraient pu représenter, on va dire, des références, et un parti qui a quand même été totalement étêté, puisque le dernier représentant de l'Union des populations du Cameroun, c'est Ernest Ouandié, qui a été assassiné, exécuté plus exactement, en 1971, particulièrement sur la volonté d'Amadou Ahidjo. Et donc, en fait, il y a eu une loi de réhabilitation des héros nationaux qui a été votée en 1996 au Cameroun, mais c'est une loi de réhabilitation qui réhabilite tout autant Amadou Ahidjo qu'elle réhabilite Douala Mangabel ou Ruben Niobé. Et en fait, c'est une loi qui est restée lettre morte. Alors, quand vous dites qu'il y a une statue à l'effigie de Ruben Niobé à Ezeka, oui, c'est
c'est à côté de l'endroit où il a été enterré complètement à la va-vite, dans un espace qui n'est pas son espace natal, parce que lui, il est né à Boum-Yébel, et donc à Ezeka, on a visité avec l'équipe l'endroit où il est enterré. Il faut défricher avant d'arriver, c'est-à-dire que c'est dans une langue de terrain à côté d'un petit chemin. Il n'y a rien qui vous indique que c'est la tombe de Ruben Oumniobé, à part une plaque qu'a fait poser son fils après moult tergiversations et autorisations pour identifier que c'est bien la tombe de son père. Et la statue que vous évoquez, bah oui, mais c'est une statue, si vous voulez, c'est comme si la personnalité, si vous voulez, de Niobé, elle est, je veux pas faire d'équivalence avec nos héros nationaux, mais qui est une pauvre statue qui est quand même pas de très bonne qualité à Ezeka, ça ne remet pas les pendules à l'heure sur l'importance de cette personnalité politique dans l'histoire, la jeune histoire de la République du Cameroun. La République du Cameroun est au-delà, puisque Oumniobé avait aussi pour caractéristique de penser la réunification historique du Cameroun français, du Cameroun britannique, ex-allemand en fait, est partagée, et que du coup, il y a toute une série de données de sa pensée politique, l'insistance sur le militantisme pour la justice sociale, etc. C'est pas que l'indépendance, Niobé, c'était l'indépendance, l'union, les droits sociaux. Donc c'est aussi tout un héritage qui pourrait être redécouvert. Tout à fait, et c'est surtout ce qui fait que le programme de l'UPC a très bien fonctionné et c'est un parti qui a connu un vrai succès en termes d'adhérents. C'est que vous l'avez en effet très justement rappelé. L'idée, c'est de réunifier le Cameroun qui a été divisé avec d'un côté un Cameroun sous tutelle britannique en 1946, et ça date de même d'avant, mais on n'a pas le temps de revenir là-dessus, et puis un Cameroun sous tutelle française. Réunifier ces deux espaces qui sont arbitrairement divisés par les pouvoirs coloniaux, c'est en effet une indépendance immédiate. Et vous avez raison, il y a toute une réflexion sur le niveau de vie des populations, sur le fait que chacun doit pouvoir vivre décemment. Donc il y a un effet social, il y a un programme social très fort que finalement aucun parti n'a été capable, si ce n'est avec des mots creux, de mettre en place. Merci beaucoup Karine Ramondi. Pour aller plus loin, on va citer votre livre issu de votre thèse « Leader assassiné en Afrique centrale 1958-1961 entre construction nationale et régulation des relations internationales » paru en 2020, et le rapport « La France au Cameroun » que vous avez dirigé en 2025 et qu'on trouve également sur Cairn. Merci. Merci d'avoir écouté cette série d'émissions diffusée tout l'été 2025 durant. Vous retrouvez l'ensemble des épisodes sur le site ou sur la chaîne YouTube du podcast. Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles découvertes historiques et historiographiques.